Ce balado est présenté par le nouveau groupe d'affaires Boissons Québec, une initiative de Baron Mag. Cet épisode fait partie d'une série de 5 entretiens à propos de l'industrie acéricole au Québec. Dans cet épisode, on parle entre autres du Bas-Saint-Laurent comme moteur de l'innovation en production acéricole. On va parler de la production de l'alcool de sève, et des termes acer et vin de sève, avec Nathalie Dequeny du domaine acer. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le 13e épisode du balado Affaires et terroirs spécial Acériculture 2023. Je m'appelle Nathalie Dequeny, je suis copropriétaire du domaine acer avec Valier Robert. Le domaine acer, c'est une érablière biologique qui est située à Eau-Claire, au Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis on est spécialisé dans les vins de sève d'érable. On fait aussi bien sûr du sirop d'érable et on a une gamme de produits fins. Sur les lieux, on a une activité agrotouristique et on fait partie du réseau Économusée. Fait que vous avez bien compris le concept de l'agrotourisme, de profiter un peu de la matière de l'érable en essayant de la décliner de toutes sortes de façons, puis d'en profiter le plus possible. C'était surtout quand on a quand même commencé en 90-92, puis avoir pignon sur rue et à commercialiser en 97. Comme on était très loin, en fait, on s'est tout de suite dit qu'il fallait attirer les gens chez nous avec quelque chose d'intéressant pour qu'ils puissent. C'était un produit qui était nouveau, qu'on ne connaissait pas, donc pour qu'ils puissent voir la qualité de ce qu'on offrait, comment on travaillait, ce qui nous inspirait, etc. Donc ça donnait un peu une entrée dans notre monde et dans ce nouveau monde des vins de sève d'érable. C'est quoi votre terrain? Quelle grandeur? Alors, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 lots. On a 250 hectares, là, grosso modo, autour de nous. Là. Puis combien d'entailles? On a 20 000 entailles. Fait que ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup d'entailles à gérer. Mais en fait, oui, c'est vrai, mais dans le Témiscouata, le Bas-Saint-Laurent avec le Témiscouata en particulier, c'est comme la deuxième plus grosse région acéricole. Puis sa particularité, c'est que on a commencé plus tard que d'autres régions, mais c'est vraiment la région high-tech de l'érable. Puis aussi, les gens ici, ça n'a jamais été une activité secondaire, ça a été un peu on a développé la sériculture dans le coin pour se sauver la vie, pour éviter la fermeture des villages, etc. Et donc, tout de suite, ça a été leur activité principale. C'est comme ça que les érablières, avec la technologie, puis l'idée de se sauver la vie, sont importantes. Et en fait, 20 000 entailles, c'est juste la moyenne. Mm-hmm. Il y a un gars, là, à 1 heure d'ici, qui a 225 000 entailles. Par exemple. Bon, lui, c'est un des très gros, là, mais je dirais que 50, 60 000 entailles, c'est normal ici. Mm-hmm. Mais nous, on transforme. Donc, c'est ce qui fait notre particularité. Quand tu dis, parce que là, il y a plein d'affaires qu'on va parler, puis je vais essayer, il faudrait que je me fasse une checklist puis un ordre du jour. Mais tu parles du secteur de l'endroit, comme quoi que vous êtes high-tech, c'est high-tech en production d'érable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est par rapport à l'équipement, par rapport à la façon que vous travaillez? Par rapport, oui, aux équipements qu'on utilise, qui sont perfectionnés, les équipementiers viennent dans la région pour faire des recherches, des modifications, des améliorations aux équipements. Donc c'est très très dynamique et stimulant tout ce qui fait ici. Tout ce qui se fait ici. On a un club d'encadrement technique aussi qui est là pour épauler les producteurs, les amener plus loin. Alors il suffit pas non plus de produire du sirop d'érable, il faut produire du bon sirop d'érable, quelque chose qui est goûteux. Donc tout ça est fait, mais on a vraiment, on n'est pas dans la cabane à sucre traditionnelle, à la chaudière et tout. C'est beaucoup trop grosses érablières pour ça. Mais ici, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant dans le domaine particulièrement des équipements et de la recherche, ça se fait ici. On a aussi un créneau acéricole qui a démarré ici il y a quelques années, pas beaucoup, là, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, enfin j'oublie un peu, peut-être 4, là, je sais plus, mais donc tu sais, c'est comme un centre névralgique de l'érable moderne, je dirais.
Qu'est-ce qu'on pourrait, si on pourrait donner des exemples d'innovation technologique, ce serait quoi? C'est quoi les nouvelles tendances technologiques dans la production de l'érable? Bon, alors moi, je suis pas la spécialiste, tu sais, c'est pas moi La dans personne de... l'équipe ici, c'est pas moi qui produit, hein. Donc, tu sais, il y a peut-être, ma réponse n'est peut-être pas la meilleure, c'est ça que je veux dire. Mais par exemple, on utilise ici un calibreur, donc c'est-à-dire que quand le sirop d'érable sort de l'évaporateur, il doit être à 66 Brix pour pouvoir se conserver, puis c'est un peu tannant à mesurer, 66 briques, ça prend du temps et tout. Donc nous, on a quelque chose qui le calibre automatiquement et qui va ajuster le niveau au fur et à mesure que l'évaporateur nous donne le sirop là. Ça c'est quelque chose qui facilite vraiment beaucoup la vie, à un tel point qu'en 2020, avec la pandémie, notre euh, notre employé habituel qui vient travailler dans l'érablière et qui est à l'évaporateur n'est pas venu travailler cette année-là, et notre fils de 16 ans qui n'avait jamais touché à ça, il avait été imprégné de tout ça depuis toujours, mais il n'avait jamais fait. C'est lui qui a pris en main la cabane à sucre, puis Excellent. il a été capable de le faire. Tu vois, parce que il y a des choses qui se calibrent tout seul, il y a des mesures qui se prennent automatiquement, tout le système de lavage est très performant aussi. La tublure, il y a des lignes informatiques qui courent autour des lignes principales, donc on peut mesurer la température, la pression dans les lignes. Donc, tu sais s'il y a un problème, s'il y a une fuite, tu dois pas parcourir toute ton érablière non-stop. Tu peux aller directement au bon endroit pour aller faire les réparations. Donc, tu vois, tout ça, c'est ça, c'est du high-tech. Ah oui, hein? On me parlait, puis peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a quelqu'un qui me parlait qu'il y a une compagnie qui vient de lancer une évaporateuse électrique. Fait que Oui, il y a quelques endroits qui ont cette machine-là, mais c'est aussi quelque chose de très, très innovant dans le domaine, là. c'est ça. Oui, c'est extrêmement innovant. Pour l'instant, le problème avec cet évaporateur-là, c'est qu'il ça fait un sirop très homogène et très doux. Quelqu'un comme moi qui veut faire de la transformation, j'ai besoin de diversité, Mhm. d'explosion de saveurs, de mettre ce Ah. côté-là en valeur. Puis pour le moment, l'évaporateur électrique permet pas ça. Donc là, vous récoltez la sève d'érable est-ce que tu me parlais de cabane à sucre aussi? Est-ce que vous êtes un endroit de réception pour que les gens viennent manger chez vous, des choses comme ça, ou Non, on non, fait dans ok, l'agrotourisme, je fais pas de en fait, réception. en agrotourisme, on fait des visites guidées de nos installations, mais les installations, il y a la cabane à sucre, oui, mais il y a les caves de vieillissement des produits, on a des barriques, etc. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses. On propose des forfaits cave cocktail. Oui, Donc, c'est pas, on fait pas de repas cabane à oui. sucre, mais pendant le temps des sucres, on fait des parties de tir, par exemple. Les Ok, gens viennent super. faire des parties de tir. Et là, vous êtes trouvé une expertise, donc justement faire des vins de sève d'érable. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu, bon, on commence à entendre parler un peu de l'acérum, qui est un alcool fait à base d'érable, mais comment faire du vin de sève d'érable? Comment ça se passe? Puis qu'est-ce que ça ressort comme goût, Mais ce produit-là? en fait, pour te faire une petite histoire, Oui. bon, on a commencé en 72 ici, avec l'érablière l'éveil du printemps. OK. Donc c'était mon beau-père Charles Aimé, avec très peu de moyens. Tu sais, il a commencé à entailler 200 érables à la chaudière. Puis en 90, il avait fait des investissements pour une nouvelle cabane à sucre. Puis les prix du sirop ont chuté. Il y avait trop de sirop par rapport à la demande. Les prix ont chuté. Puis c'est là que Valier, mon conjoint et partenaire d'affaires, euh, à ce moment-là, il avait compris que qui dit sucre dit alcool potentiel. Puis il a proposé de démarrer des premières fermentations d'eau d'érable concentrée. Donc il a démarré un projet de recherche, il est allé en France, etc. Euh, Jusqu'à ce qu'en 96, on obtienne le premier permis de production de boissons alcooliques issues de la sève ou le sirop d'érable. Donc ça, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Puis depuis ce moment-là, ben, on a commencé à commercialiser. Puis on a toujours peaufiné notre expertise. Faut se remettre un peu dans le contexte. 96, il n'y a pas d'internet, le produit n'existe pas, donc il n'y a aucun spécialiste qui peut t'aider. Mhm. Alors tu peux t'appuyer sur d'autres sucres qui fermentent, t'en inspirer et tout, mais tout est recherche et expérimentation.
c'est fabuleux. T'es en train d'écrire une page blanche, sauf que t'es tout seul ou à peu près. Hein, il y en a quelques-uns qui sont venus dans le milieu assez vite, mais très peu nombreux. Donc, t'as pas de poids, on ne connaît pas. Il n'y a pas l'engouement non plus qui existe maintenant pour tout ce qui est identitaire, distinctif, différent. Maintenant, on veut vraiment essayer de se trouver. C'est quoi la couleur du Québec à tous les niveaux et donc jusque dans ce qu'on boit et ce qu'on mange. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout là. Hein. Donc, puis il faut développer ça. Ce qu'on fait tout de suite n'est pas nécessairement ce qui est le meilleur du monde aussi. Il faut peaufiner. Donc c'est tout ça. Ce qu'on a eu comme idée, ça a toujours été de développer de façon, d'avoir un regard contemporain sur notre production et de s'éloigner de l'approche traditionnelle, même qu'on ne renie pas du tout. C'est beau, mais c'est pas ça notre créneau. Donc là, on a l'idée aussi, c'était tout de suite de développer des produits, des vins qui n'étaient pas sucrés. Oui, des vins sucrés, mais aussi des vins pas sucrés. Donc ça, ce qu'on a fait, on a lancé tout de suite 4 produits. On a lancé un type vin blanc, un mousseux, un apéritif et un digestif vieilli longuement en fût. Donc le type vin blanc et mousseux était sec, apéritif, digestif, plus sucré, plus alcoolisé. Puis on a au fil des ans travaillé beaucoup tous ces produits-là. Donc le prémisse d'avril, c'est celui. Tu veux que je t'explique un peu les produits? Oui, oui, s'il te plaît. En fait, d'expliquer un peu ce qui peut ressortir comme goût de ces sortes de produits-là, oui. Ok, bon. Alors le prémisse d'avril, c'est le type vin blanc. On va utiliser une sève de début de saison pour le faire. Ça garantit la finesse de l'érable, puis aussi une robe pâle, la robe pâle du vin, d'accord? On va le faire en sec et en demi-sec. Donc le sec, tu as d'abord l'impression d'un vin blanc un peu sur des notes de poire, de pommes vertes, un peu d'agrumes. La finale de l'érable est vraiment délicate. C'est surprenant, c'est frais, c'est rafraîchissant. Le demi-sec, il va être un peu plus fruité, puis on a un peu plus de rondeur sur la finale, si tu veux. On a comme des adeptes des deux produits. Oui. Puis le sec, c'est difficile de vinifier en sec, ce qui vient de l'érable. Donc, on le produit que depuis 2021. Okay, donc, il n'y a pas longtemps. On a toujours fait du demi-sec, parce que le sucre, ça vient donner un peu de complexité et tout. Mais de le faire intéressant en sec, ça a été vraiment compliqué. Ça a été le fruit de beaucoup d'années, finalement, pour qu'on veuille le sortir. Donc, tu vois, il y a 2 ans qu'on le sort. Puis, donc ça, c'est le type vin blanc, sec, demi-sec. On a des bulles aussi. Moi, j'ai toujours adoré les bulles. Donc, on a la mousse des bois, qui est une méthode traditionnelle. Donc, double fermentation, hein, la première en cuve, la deuxième en bouteille. Donc, les bulles naissent dans la bouteille. Là aussi, on l'a de 2 façons. On l'a en brut et en 0 dosage. Donc, dans les 2 cas, on est sur un produit sec. Mais l'un est à 7 grammes de sucre par litre, ce qui n'est pas beaucoup, et l'autre est à 0 grammes de sucre par litre. Donc, pas de sucre du tout. Celui-là est vraiment surprenant, parce que même, il est plus, je dirais, plus floral, plus minéral, des saveurs un peu toastées, puis il est vraiment surprenant, parce que même s'il n'y a pas de sucre, tu détectes quand même l'érable. Je te dis pas que tu n'es pas en train de boire du sirop d'érable, là, pas du tout, mais sur la finale, tu vas vraiment retrouver des notes, tu vas dire, ah, tiens, petite surprise sur la fin, oui, c'est là, mais sans sucre. Le 7 grammes, encore une fois, il va être un petit peu plus fruité, la finale un petit peu plus ronde, mais 7 grammes, c'est pas beaucoup, ça reste bien sec. Alors ça, c'était pour les catégories de produits secs. Puis, on a des produits qui sont plus alcoolisés, plus sucrés. On tourne à 16-17% d'alcool. Donc, j'ai pas dit, mais pour le mousseux, on va utiliser une sève de tout début de saison. Tu sais, on veut vraiment exprimer la nature forestière du produit, son côté boisé. Puis, c'est cette sève-là qui autorise cette perception davantage. Le Valembré, donc ça, c'est l'apéritif qui fait 16% d'alcool. Lui, on va utiliser une sève de mi-saison. On veut vraiment mettre en valeur la richesse, la rondeur de l'érable pur. Lui, on va être sur des notes de fruits jaunes bien mûrs, de beurre, de noix, de caramel, un petit côté vieux rhum même. Tu sais, c'est riche, c'est rond, c'est doux, c'est généreux. Puis, pour le Charles-Aimé Robert, du nom de mon beau-père, un hommage à la famille qui nous a toujours aidés et épaulés,
Euh, Lui, on va utiliser une sève de fin de saison. Alors une sève de fin de saison, tu sais, c'est comme quand ça donne un sirop foncé, là. On va avoir quelque chose de plus complexe, de plus torréfié. Donc on est sur des notes un peu plus grillées, chocolatées, fruits secs, dattes, pruneaux. Tu vois, on va être. Il y a toujours l'érable en finale, mais différentes nuances de l'érable, je te dirais. Parce qu'en fait, on a l'impression, avec le sirop, parfois, les gens ont l'impression que ça goûte le sucre et l'érable. Mais dans le sirop d'érable, en fait, il y a plus de 250 références aromatiques. Puis, elles sont parfois cachées par le sucre, c'est plus difficile à les détecter. Mais la fermentation, ce que ça fait, c'est que ça révèle ce Mhm. potentiel-là. Ça l'amplifie. Donc, de là aussi, tout l'intérêt de faire des vins de sève d'érable. Mais Non je seulement trouve parce ça que intéressant parce que, bon, tu me parles vraiment de la période de récolte, du début, du milieu, du fin, puis chaque étape a son produit propre à lui. Chaque moment de cette époque-là crée un produit différent, crée quelque chose de différent pour les papilles. Et je trouve ça le fun de pouvoir vraiment catégoriser, en fin de compte, ces différents produits-là de cette façon-là aussi. Tu sais, oui, oui. est-ce que ça a pris du temps avant de découvrir que justement en début de saison, ça faisait pas la même chose que en milieu quand vous avez commencé à faire vos recherches à travers tout ça? Mais tu vois, avant même de commercialiser, donc entre 90 et 92, Vallier, qui n'est pas un scientifique à la base, hein, c'est un comptable et un forestier au départ. Donc, il cuisine bien, par exemple. Tu sais, c'est un créatif et tout. Donc, il a fait des petits tests maison en essayant déjà différentes sèves Mhm. d'érable et tout ça. Puis, il y a un sommelier de ses connaissances qui lui a dit, tu sais, c'est vraiment intéressant, tu devrais pousser plus loin. Donc en 92, il a démarré un projet de recherche avec, il y avait un beau programme d'agriculture agroalimentaire Canada à l'époque, ce qui lui a permis de faire vraiment de l'expérimentation pendant 5 ans. Il a eu une agente scientifique pour l'aider aussi dans sa recherche et tout ça. Puis il avait le terrain de jeu de l'érablière familiale. Donc tu sais, il a pu vraiment tester. Donc il a testé différentes sèves, différents procédés de fabrication. Il a fait, tu sais, même de la bière, du vinaigre, tu sais, les fermentations, Mhm. ça couvre un large spectre. Donc il a essayé toutes sortes de choses. Et puis, à un moment donné, ça devenait quasiment un casse-tête statistique, tous ces produits-là. Donc, il s'est recentré. Il a dit, qu'est-ce qui a le plus de potentiel? Qu'est-ce qui me tente le plus? Et donc, on en est venu par cette expérimentation-là à travailler un vin blanc. Enfin, il en est venu. Moi, Mhm. j'étais pas encore là à l'époque, mais un vin blanc, un mousseux, puis apéritif et digestif. Tu sais, mais tout ça est venu de ces 5 années d'expérimentation. Est-ce que là, au début, là, je vous parlais de l'acérum. Est-ce que c'est un produit dans lequel que vous voulez vous lancer aussi, ou parce que là, on va dans une autre façon de faire, dans une autre technique, puis là, ben il y a d'autres législations qui embarquent aussi en cours pour ce genre de produit-là. Alors, en fait, en 2021, non, en 2001, pardon, excuse, en 2001, euh, parce qu'on a essayé déjà beaucoup de choses, enfin beaucoup et en même temps rien du tout, là, Mhm. tu sais, 20 ans, 25 ans, c'est rien à l'échelle de développer un nouveau produit, là, mais en alcool en tout cas. Puis en 2001, on a fait des fermentations ici, puis moi je suis d'origine belge, on les a emmenées dans une super distillerie en Belgique, puis on a distillé ce qu'on avait produit pour voir un peu ce que ça avait donné. Puis on a fait des premiers tests. C'était très intéressant. La poire ressortait beaucoup. Puis dans mes produits, en général, la poire ressort beaucoup. Mhm. C'est vraiment, ça reste depuis toujours quelque chose qui est comme un peu une petite signature là chez nous. Puis je te dis pas qu'on faisait de l'eau de vie de poire, mais ce côté fruité de poire est beaucoup ressorti. Puis on a eu envie de commencer à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il y avait zéro engouement pour l'alcool. Les lois étaient pires que maintenant. Mhm. Il fallait payer une caution de 250 000 dollars au gouvernement juste pour pouvoir commencer. On n'avait pas les reins assez solides, on venait de commencer Oui, oui. l'entreprise. Donc finalement, on s'est dit plus tard. On Mhm. verra, tu sais, ça reste dans nos cartons, mais plus tard. Puis après, ben, les vins de sève d'érable ont pris toute la place, ont pris tout l'espace qu'on avait disponible, toute notre capacité de production. Puis on a envie de le faire, on a déjà testé des petites choses comme ça, mais pour l'instant, en fait, je n'ai pas de place pour le faire.
Donc mais c'est dans, on dit toujours pas non. Parce on a d'autres projets, on verra si on peut intégrer la distillerie dans ces autres projets. Oui, pour agrandir le portfolio, pour le Mais portefeuille tu de vois, produits. oui, c'est ça. Mais ce qui est fou quand même, c'est que finalement, la sérum, allez, c'est en vente depuis quoi, 2018 peut-être, Mhm. ou tu sais, à peu près. C'est pas long. Puis tout le monde me parle d'acérum. Mais peu de gens me parlent de vin de sève d'érable. Mhm. La sérum est juste tombée là au bon moment. Oui, c'est formidable, hein, je Oui, suis oui, mais très je pense que contente. D'ailleurs, je pense que c'est une appellation qui vient remettre un peu le sentiment d'appartenance envers notre produit d'alcool fort québécois qui provient d'ici. Donc, les gens sont peut-être plus à l'écoute de ça, tandis que, bon, vin de... ben là, on a beaucoup de vins de fruits, vins de ci, de vins de ça, donc puis il y a beaucoup de vignobles au Québec. Et puis, bon, ça n'a pas été tellement populaire pendant plusieurs années, le vin québécois, mais là, ça commence à avoir un peu plus de portée. Ça peut titiller un peu, tu sais, vin de sève d'érable, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça goûte. Alors là, il faut que le monde teste, puis qu'il y ait des porteurs à travers ça. mais tu vois, tu viens de dire quelque chose de 22. Mhm, Exactement. J'ai toujours, en fait, jusque récemment, j'ai jamais voulu qu'on dise 22. mhm, Parce que 22, dans ma tête, c'était, tu viens enlever de la noblesse, tu viens diminuer ce que tu produis. ouais. Donc pendant quasiment 25 ans, j'ai essayé, juste par ma petite entreprise, d'appeler mes produits des acères. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré les gars de la Mhm. distillerie Saint-Laurent, puis distillerie Shepherd, c'est comme ça qu'on s'est dit acère, acérum, ça marche, Ben oui, parce qu'on je travaille aussi sur l'appellation de l'acérum, là, même si j'en produis pas, oui. j'en fais partie aussi. Donc j'ai pas voulu. Mais, tu sais, il y a toute une éducation à Mhm, faire, puis les gens ne connaissaient pas les vins de sève d'érable. Donc, acer, il fallait déjà, ça veut dire érable en latin, en mhm. fait, hein, acer. Donc, il fallait déjà traduire et expliquer le mot. Après, il fallait expliquer le produit, puis il fallait vaincre le préjugé du sucre, puis il fallait le faire goûter. Donc là, il y a peut-être un an ou deux, je me suis dit, basta, toute seule, j'y arriverai pas. J'arrête d'appeler mes produits des acères. J'ai changé mes étiquettes et j'ai mis vin de sève d'érable. Puis je pense que grâce à la sérum, à un moment donné, on va pouvoir trouver une appellation générique qui nous identifie, parce que maintenant on est quand même une vingtaine de producteurs de vin de Mhm. sève d'érable. Je veux dire, c'est chouette, on commence à être plus nombreux, puis on va pouvoir avoir du poids, puis en tout cas, je voudrais qu'on forme une association, Mhm. enfin on parlera de ça sans doute plus tard. Euh, puis on- je crois que la renommée de la sérum va nous aider à, à faire connaître nos vins de sève d'érable. Puis en anglais on dit sap spirit, tu OK. vois, des spiritueux de sève. Puis le mot sève, c'est beau le mot sève quand Mhm. même. Tu sais, je trouve que ça a de la noblesse. Donc finalement, pour l'instant, à défaut de mieux, j'ai décidé qu'on disait vin de sève d'érable, enfin dans mon entreprise en tout cas, parce que j'ai déjà une chose en moins à expliquer. Et en plus, 22, les gens commencent à être de plus en plus éduqués. Ils commencent à penser, ok, ça veut dire une fermentation. Donc j'ai acer, ça allait bien là. Je fais Ouais. un acer blanc, j'ai un acer mousseux, j'ai des acéritifs. Tu sais, tu peux Mhm. prendre l'acéritif. Ça Enfin, tu sais, sonne bien. ça se Ça sonne bien. décline super bien en fait. Mais là, tu sais, il faudrait, il faut qu'on ait un collectif et qu'on se mette d'accord Mhm. sur une appellation générique. Ouais. C'est une des choses que je veux faire. Là, on parle de la sérum, là, on parle de vin de sève. Est-ce qu'il y a d'autres producteurs de vin de sève d'érable? Oui, Est-ce que vous êtes plusieurs? mais en fait, jusque pendant la première dizaine d'années qu'on a commencé, on était 3, 4, 5, vraiment peu. Puis après, il y en a eu une dizaine. Puis, depuis peut-être les 5 dernières années, là, il y a de l'émulation. Là. Il y en a de plus en plus. On doit être, je sais pas, une bonne vingtaine de permis, là, à peu près. Puis ça, enfin, on va avoir une espèce de masse critique. Puis on va pouvoir travailler ensemble. Tu sais, contrairement aux gens de la bière ou de la distillerie, de la distillation qui se connaissent, nous, on ne se connaît pas bien. Mhm. On commence juste à se rassembler, puis avoir envie de faire quelque chose ensemble, parce faut la mettre au monde, cette catégorie de vin de sève d'érable. Mhm. Puis, pour la mettre au monde, ça, il faut se rassembler, il faut former une association,
il faut éduquer, faut trouver un nom d'abord, il faut baptiser notre production et nos produits. On peut pas parler de quelque chose qui a pas de nom. Ouais. Donc il faut qu'on se mette, parce que là moi je dis acer, un autre dit vin acéricole, l'autre dit, enfin là maintenant je dis vin de sève d'érable, mais tu sais, il y a comme chacun trouve un peu son petit mot, on perd tout le monde. Donc il va falloir qu'on baptise cette production et nos produits. Ouais, comme l'hydromellerie, tout ça, il y a tout ça qui en ressort aussi, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui... bon, ben, on comprend un peu les enjeux là, que vous avez peut-être dans la prochaine année, dans un sens, mais c'est dans le sens de faire connaître le produit un peu plus, vous regrouper en tant que producteur, tout ça. Sinon, pour votre entreprise ou bien pour le domaine, quels sont selon toi, les enjeux en 2023 pour la production de l'érable, peut-être de la façon que vous le faites, et pour la production d'alcool de l'érable? Ben, moi, j'ai plusieurs choses. Donc, l'enjeu d'éducation, ça reste un enjeu majeur. Donc, le préjugé du sucre, honnêtement, il est beaucoup moins fort qu'il l'était. Les nouvelles générations sont beaucoup plus réceptives, puis ont ce besoin de découvrir. Puis, le sucre, ça les arrête pas. Ils se disent pas, oh, ça doit être sucré. Non. Il y en a qui font encore ça, là. Mais comparé à il y a 25 ans. C'est pas le même sucre non plus, hein. Il y a 25 ans, Non, avant, c'est on ça. avait beaucoup d'autres choses. Maintenant, là, on parle de sucre d'érable, là, puis ça a toute sa noblesse avec ça, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, parce que la Fédération des producteurs acéricoles a fait quand même beaucoup d'excellent travail pour valoriser ce sucre de l'érable et le faire découvrir. Donc, tu sais, la perception est complètement différente. Puis, je trouve que là, il faut pousser plus loin. Il faut orienter sur tout ce qui n'est pas le sucre dans l'érable aussi, dans le sens de ce potentiel aromatique dont je te parlais tout à l'heure. Ça, il faut le mettre en valeur. Puis, il y a une méconnaissance des différentes catégories d'alcool d'érable. Donc, tu sais, en gros, il y a trois catégories. Il y a les aromatisés, les fermentés, les distillés. On connaît beaucoup les aromatisés au Québec parce que c'est des grandes maisons qui ont fait des produits comme le sortilège et tout ça. Donc, finalement, un aromatisé, ça veut dire qu'on part d'un produit qui est existant, un vin, un whisky, un cidre, on lui ajoute du sirop d'érable. C'est grossier un peu ce que je dis, mais Mhm. ça fait ça. Donc, ça donne un produit qui a toujours le taux de sucre du produit de base, le taux d'alcool du produit de base et qui est toujours sucré. C'est les produits que les gens connaissent majoritairement. Donc, ils associent tous les autres à ça parfois. Enfin, alors ça, c'est les aromatisés. Il y a les fermentés. Les fermentés, c'est ce que je fais. Donc, des levures qui transforment le sucre de la sève d'érable ou du sirop d'érable en alcool, gaz carbonique et composés aromatiques et qui révèlent le potentiel aromatique du produit. Ça donne des produits qui ont jusque 17% d'alcool, grosso modo, et qui peuvent être très très secs de 0 g de sucre par litre à autant de sucre qu'on veut Mhm. approximativement. Hein, donc, ils font cette catégorie. Puis après, il y a les distillés. Donc là, il faut d'abord fermenter pour produire l'alcool d'érable, et puis on le concentre dans l'alambic. Grossièrement, c'est ça. Donc cette méconnaissance-là, elle nuit. Donc il faut, tu sais, il faut aussi. Donc ça, Puis aussi une autre chose que je trouve super importante dans l'érable, c'est sa naturalité. Tu sais, l'érable, c'est une espèce indigène. On ne la cultive pas. Et parce qu'on ne la cultive pas, ça veut dire que il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'irrigation, on ne déforeste pas. Tu sais, par rapport à tout ce qui est vignoble, verger, c'est quand même un avantage notable Mhm. de base. Nous, on fait une cueillette dans la forêt. C'est un cadeau que la forêt nous offre finalement. C'est magnifique, ça. Tu sais. Puis c'est vraiment identitaire. Là. Les forêts, elles sont naturelles. Tu sais, l'eau d'érable, c'est l'eau du sol qui est puisée par les racines, qui circule dans l'arbre, qui s'est enrichie avec l'été de sucre et de composés, et qui vient donner tout ça à cette eau d'érable. C'est formidable en fait. Donc ça, il y a ça. Il y a, donc je l'ai dit, créer une association pour mettre au monde cette catégorie et la baptiser. Pour moi, c'est sa première mission. C'est après de défendre nos intérêts, tout ça, oui, et éduquer et mettre en valeur, tout ça, oui, mais baptiser. Je pense que c'est vital. Euh, il y a, si tu me demandes pour mon entreprise, il y a le recrutement de la main-d'œuvre. Oui, Nous, effectivement. au Clair, on est au Témiscouata, on est à un des bouts du monde du Québec. Oui. Puis, c'est une région magnifique, comme on l'imagine quand on est européen. C'est des vieilles montagnes usées, c'est vallonné, il y a des rivières, des lacs, des forêts, tu sais, c'est beau. On vit au rythme des saisons.
mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Il n'y a pas une grosse ville tout près, donc il faut avoir le désir d'être immergé vraiment dans la nature. Puis quand tu veux trouver un maître de chai pour t'épauler dans la production et tout, il faut trouver d'abord quelqu'un qui veuille venir en région. Puis après, on va le former. Tu vois. Donc ça c'est un de nos défis aussi. Un autre défi, c'est la transition énergétique. Tu m'as dit tout à l'heure tout de suite, un évaporateur électrique et tout. Effectivement, nous, on est encore avec un évaporateur au mazout, parce que c'est ce qui permettait d'avoir la plus grande diversité de saveurs. Et donc, comme je dois faire de la transformation et que ça m'importe, c'était le cas. C'est ce qui me préoccupe le plus au départ. Sauf que c'est sûr qu'on n'en veut plus. On ne veut plus être dépendant des énergies fossiles. Il y a d'autres solutions aussi. Donc là, en fait, on est en train de regarder aussi pour passer probablement à un évaporateur aux granules de bois, mais pas juste l'évaporateur. En même temps, tous nos bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments ici, seraient chauffés par quelque chose aux granules. Enfin, on est vraiment en train d'étudier quelque chose. Ça veut dire beaucoup de structures, c'est un gros projet parce qu'habituellement, tout a été fondé sur une façon de gérer l'énergie. Maintenant, si tu veux tout repenser ça, c'est plusieurs années, j'imagine, C'est ça, puis on veut le penser globalement. Donc, là, on va se faire aider pour ça. Ça, alors, j'ai pas dit, puis pour ça, c'est un de mes plus gros enjeux de l'année, sinon, c'est de pouvoir alimenter mon réseau de distribution. Parce qu'en 2018, quand on a commencé à pouvoir vendre dans les épiceries ou les épiceries fines et tout ça, on est passé de 2-3 points de vente légaux à 100-150 points de vente. Donc ça, il faut les alimenter. Pour ça, il faut que ma production soit plus performante. Pour que ma production soit plus performante, il faut que je modernise certains équipements. Puis, je veux aussi automatiser des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Mais tout en gardant le fait artisanal. Moi, la proximité avec la matière, avec la saveur, la créativité, le pouvoir sans limite que tu as de démarrer une page blanche. Je veux rester là-dedans. On est des artisans. Donc, tout ça, ça va aller jusqu'où? Là, on est en train de se rééquiper. On était déjà quand même bien équipés, mais à un moment donné, il faut évoluer. Je manque de produits. Est-ce que je vais jusqu'à faire une nouvelle unité de production, de transformation? Pour ça, on est en train de compter, on est en train de regarder où elle pourrait se situer ici, comment. Puis, un jour, il y aura une relève aussi à nous. Donc, il faut avoir quelque chose qui soit séduisant peut-être pour une relève, qui soit surtout efficace. Il faut pas que le prochain, le ou les prochains après nous aient autant de travail. Aussi. Il faut alléger un peu tout ça. Là. Donc, puis, il y a tous les défis d'approvisionnement, là, parce que honnêtement, c'était pas rigolo du tout. Depuis, il y a une de mes bouteilles, ça faisait 18 mois qu'on l'attendait, quoi. J'ai manqué de produits parce qu'elle n'arrivait pas. Puis, on pouvait, j'ai pensé, comme je faisais un produit spécifique, j'ai travaillé beaucoup mon image de marque pour avoir une image de marque qui mette en valeur, qui rende justice à la finesse, à la diversité, à la complexité du produit. Et au-delà des étiquettes, j'ai aussi choisi, notamment pour le mousseux, une bouteille particulière. Mais cette bouteille-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Alors en ces temps-ci, ils veulent pas me la faire. Donc là, tu réfléchis, ok, est-ce que je change pour un temps limité? Repenser ta gamme de produits, la façon, le contenant, toutes ces affaires-là. Puis ça mène à plein, parce que tu parles de plusieurs choses en ce moment, puis c'est sûr que là, on n'avait pas parlé de distribution puis de marketing à travers ce que vous faites, mais bon, tu me parles que vous avez augmenté, 100 quelques points de distribution, et là, vous voulez rester des artisans, mais vous voulez croître, et là, il y a plein de choses à voir. Tu parles d'automatiser, mais à quel point la distribution est importante pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous amène c'est un peu comme une carte de visite puis d'aider pour votre volet agrotourisme? Est-ce que c'est ou est-ce que ça génère un revenu intéressant pour être un canal de revenus à lui seul, de faire la distribution? Comment vous voyez, vous, ce côté de devoir distribuer vos produits un peu partout? Comme on est des artisans, avec un produit atypique, hors du commun, il faut continuer à le faire découvrir. Donc la vente directe,
ça reste quelque chose qu'il faut continuer à faire. Peut-être pas tout à fait de la même façon. Tu sais, ça fait 17 ans que je vais au marché public de Rimouski, que j'adore, entre parenthèses, qui est formidable, mais que je vais 23 samedis par année. Tu sais, ça, je dirais que j'ai comme envie de faire autre chose que ça. Tu sais, peut-être que je peux aller vers d'autres choses, mais il faut garder un lien direct avec la clientèle, je pense. Puis c'est quelque chose qui me plaît, puis c'est dans la nature de l'artisan. Donc ça, oui. Par contre, je te dirais, comme j'ai dit, depuis 2018, on a pu développer un réseau de distribution. On est en train de continuer à le développer d'ailleurs et de s'améliorer pour ça. C'est 50% de mes revenus. Mhm. Tu sais, ça a commencé avec pas grand-chose, mais là, cette année, c'est 51,5 exactement de mes revenus. Puis, l'équipe, elle aime ça Mhm. aussi. Mon équipe aime travailler vers ce genre de réseau. Tu vois, donc, c'est quelque chose que je veux raffiner, mais là, il faut faire... On revient toujours à l'éducation. Il y a une éducation du consommateur dont on a parlé, mais il y a aussi une éducation de mes revendeurs. Mhm. Donc, tu vois, là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fais pour eux? Comment je pourrais faire en sorte que même si le staff dans les épiceries change régulièrement et tout, comment ils vont pouvoir bien parler de mes Oui, produits? c'est ça. Bien. Donc là, on est en train de travailler sur un événement où ils sont même pas encore invités. On est juste en train de mettre au point, mais pendant le temps des sucres, j'aimerais bien faire venir les épiciers ici. Je pense que c'est un moment raisonnable dans l'année pour qu'ils puissent se déplacer. Puis, je voudrais leur montrer, comme j'ai fait pour les Oui, oui, consommateurs, oui. comme je fais pour les consommateurs, tu C'est vois. super intéressant ce que tu dis parce que pendant longtemps, bon, avec notre boîte de marketing, quand on avait des clients qui voulaient faire plus, bon, dans leur tête, il y avait tout le temps un concept B2C. Tu sais, ils disaient, on s'adresse aux consommateurs, c'est eux qu'il faut les influencer, c'est eux qu'il faut. Mais là, nous, on essayait de leur dire, non, essaie d'influencer les commerçants, tu sais, essaie d'influencer les gens qui vont influencer les consommateurs parce que c'est eux autres qui vont fait que là on avait développé des infolettes pour ces commerçants là des choses où est-ce que voici les termes que vous devez utiliser, voici Oui, comment un vocabulaire. le vocabulaire comment qui est utilisé dans nos produits, dans notre façon de faire, voici comment c'est fait, voici qui on est, puis là à ce moment-là ben c'est toute la raconte du storytelling, puis un peu comme d'autres entrevues, je fais des rapports par rapport à ça parce que c'est des discussions que j'ai avec beaucoup d'autres entrepreneurs qui font du cidre ou tout ça, qui se promènent eux autres directement chez les gens, chez les commerçants. Ben eux autres aussi, les gens ils aiment raconter l'histoire puis savoir d'où ça vient puis de pouvoir avoir finalement le small talk quand quelqu'un part puis dire hey, tu sais comment c'est fait ça, ben puis là ça influence. Mais je pense qui est intéressant aussi, comme tu dis, le fait que le pourcentage de vente, de revenus par rapport le 50% à cause de la distribution, ben je pense que ben c'est ça, c'est que ça vous permet de démocratiser votre produit qui est peu connu, puis que les gens, comme tu dis, ils sont de plus en plus ouverts aux nouveaux produits locaux. Qu'est-ce qui se fait? Fait qu'à ce moment-là, les gens, ils regardent toutes les productions locales, ils font des tests, tu sais, les trucs de la Oui, nouveauté, là, comme un peu en microbrasserie, qui est un peu une plaie, là, où est-ce que, pour les brasseurs qui doivent tout le temps produire de nouvelles choses, mais il y a tellement d'artisans du terroir que, justement, quand les gens vont dans des épiceries fines ou dans des emplacements, ben, ah, ok, ben cette semaine je vais essayer ça, mais dans 2 semaines j'essaierai l'autre produit, puis je vais essayer d'autres affaires. Euh, puis ben si vous faites des bons produits, ben tant mieux, parce que ça fait ramener le monde après ça. Tu sais. c'est ça. Tu sais, mon cap, c'est de faire les meilleurs et les plus beaux vins issus de l'érable Mhm. possibles, notre échelle à nous, là. Puis, tu sais, d'amener les gens ici aussi. Honnêtement, il faut que tu viennes ici, là. C'est magnifique chez nous, Mhm. là. Les bâtiments sont beaux, l'environnement est beau, on a tout mis en place. Puis, tu sais, t'as comme une espèce d'écrin brut extérieur, là. Puis tu rentres et t'arrives dans un monde contemporain avec des matériaux nobles. Honnêtement, c'est un petit bijou bien caché, là, chez nous. Ça vaut la peine de venir. Donc, ça va parler aussi, ça. Tu sais, je peux faire une opération séduction ici, là. Oui, 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 C'est beau clairement. chez nous, là. C'est magnifique. Donc, tu sais, c'est par là que les gens vont le comprendre aussi, là. Puis, tu sais, même, j'y vais un peu dans les épiceries, pas tant que ça, on est loin, puis il y a beaucoup de choses à faire dans une Mhm. entreprise, on n'est pas si nombreux, là, même si j'ai une équipe formidable, mais, tu sais, c'est ça, je me dis,
cette année, je voudrais les faire venir chez moi plutôt. Donc c'est ça, je vais essayer de mettre ça en place là, pour, c'est ça, pour, pour se dé, pour rayonner. Tu sais, cette catégorie-là, on l'a mise au monde à toute petite échelle, à notre échelle. Il y aura, je sais plus combien, en tout cas 30 ans, ou tu sais, bientôt. Mais elle mérite d'avoir sa place là. Puis, je voudrais aussi, tout est à faire. Ça veut dire que, je t'ai dit, les produits qu'on fait, ils sont somme toute de facture plutôt classique. Tu sais, j'ai pas fait encore, ou pas, j'ai pas mélangé tous les procédés, j'ai pas fait de macération avec un truc de ma forêt, j'ai pas co-fermenté, parce que pour moi, on n'a pas encore découvert l'ampleur de ce que l'érable peut donner. Puis c'est là que je veux aller, moi. Mais les autres, là, tu sais, il y en a qui font plein d'autres tests qui sont peut-être parfois plus visibles ou plus exubérants ou plus. Et c'est cool parce que on fait de tout dans l'érable. Il faut le faire de qualité. Mais tu sais, comme parfois il y a certaines entreprises d'importation privée dans les vins. Tu vas à la SAQ, tu vois le petit autocollant d'un tel, tu te dis, ils ont toujours fait une belle sélection de vins. Alors, peu importe ce jour-là, tu sais pas, t'as pas envie, t'as pas le temps de parler avec ton conseiller, nanana, à la SAQ, puis tu te dis, oh, je vais prendre un produit de cet importateur-là parce que tout ce qu'il fait, c'est toujours un bon choix. Mais moi, je veux être ça dans l'érable aussi. Tu vois, je veux qu'on se dise, ah, Domaine Acer, on ne se trompe jamais. Parce qu'on focus terriblement sur la qualité, puis je veux que je veux faire connaître ça. Puis je veux donner la nature même de l'érable, exprimer la nature même de l'érable. Tu vois, quand vous allez avoir des nouveaux produits que les gens savent, qui se disent comme ah oui, ok, oh, c'est nouveau, mais je suis prêt à l'essayer parce que je sais qu'eux, ils ont leur standard de qualité. Ben merci beaucoup Nathalie, on a eu une belle grosse discussion très 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 éclectique, mais c'est exactement ce que j'aime. Ça fait plaisir, puis oui, probablement aller découvrir la région. Témiscouata pour aller vous serrer la main et aller goûter un peu vos produits en personne. Ok, formidable, tu me feras signe. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson-québec.com. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.